Bonjour, je suis Cyril Attias, entrepreneur dans le digital depuis 1998 et fondateur d'agence-des-médias-sociaux.com. Marketing et influence est le podcast où on prend le temps d'analyser les stratégies marketing, social media et le marketing d'influence. Chaque épisode est l'occasion de rencontrer des professionnels du marketing et de l'influence. Que ce soit des directeurs marketing, directeurs généraux, créateurs de contenu ou même des followers d'influenceurs. Dans Marketing et Influence, on parlera des stratégies de marque, de la digitalisation, des nouveaux enjeux du marketing et pourquoi ou comment les influenceurs choisissent les collaborations et comment cela a changé leur vie. Et donc oui, on a pas mal de commentaires, de posts, de tweets, etc. sur ces marques-là. Pas toujours en lien avec notre positionnement, notre stratégie, etc. Qui sont dans un mindset qui est très digital. Parce qu'ils sont en train de basculer d'ailleurs tout leur mix sur le digital. Et ils ont tout compris. C'est-à-dire que c'est des équipes plus petites, plus agiles. Ce podcast vous est présenté par agence-des-médias-sociaux.com, l'atelier expert en social media et marketing d'influence. Aujourd'hui, on reçoit Emeline Giovetti, Global Social Manager chez Bell. Emeline a une dizaine d'années d'expérience sur les sujets social media et influence. Elle va nous expliquer aujourd'hui comment elle met en place les stratégies sociales et influence dans un groupe familial spécialisé en agroalimentaire qui possède notamment les marques historiques comme Babybel, La Vache qui rit, Boursin et Kiri. Bonjour Emeline. Bonjour. Comment vas-tu ? Extrêmement bien. Super. Emeline, est-ce que tu peux te présenter pour nos auditeurs qui ne te connaîtraient pas et qui ne peut rien avoir, rapidement pour situer un peu ton parcours ? Alors, je m'appelle Emeline Giovetti. Pour me présenter, je dirais que je suis tombée un peu comme Obélix dans la marmite de la création du digital très tôt. J'ai eu la chance très tôt d'avoir envie de développer une forme de créativité, de l'associer à des médias. Je disais quand j'étais petite que je voulais être Claire Chazal. Bon, j'ai pas fini sur TF1 à présenter le 20h. Claire Chazal des réseaux sociaux. Voilà, exactement, peut-être. Mais j'ai toujours été passionnée par ça et j'ai eu la chance, je trouve que c'est une chance de savoir très vite ce qu'on veut faire dans la vie. Parce que c'est pas du tout facile quand on est jeune et ça l'est jamais, je pense, de toute époque confondue. Donc j'ai su très vite ce que je voulais faire, ce qui fait que je me suis très vite orientée sur la communication multimédia et j'ai un profil qui a toujours été très entrepreneurial. Donc en parallèle, j'ai toujours fait des choses de manière bénévole, accompagner des applications en développement, des artistes, voilà. Donc le jour où j'ai découvert MySpace, je pense que ça a été une révélation avec Tom, bien sûr, qui m'a ouvert un champ des possibles incroyable. Donc pour les plus jeunes qui écoutent Tom de MySpace, c'était. Et donc Second Life aussi. Non, pas trop, moins. Mais en tout cas, ça a été une révélation pour moi. Et donc j'ai commencé à faire des forums pour soutenir des gens, des artistes, du milieu du spectacle, etc. Donc les réseaux sociaux ont été un terrain pour moi d'expression de cette créativité. Et ça m'a jamais quitté, en fait, ça a toujours été le fil conducteur. Donc tout de suite, études à l'ISCOM en communication multimédia, en parallèle, donc plein d'expériences comme ça, bénévoles, stages, en me disant que chaque pierre que l'on met sur son chemin, même si tout de suite on ne sait pas où ça va nous mener, au bout d'un moment, ça ne fera que contribuer à la construction globale que l'on va faire. Et donc c'est hyper intéressant. Et donc du coup, au sortir de mes études, j'ai eu la chance de travailler à la radio, chez Virgin Radio, donc dans l'équipe digitale, pour faire beaucoup plus rayonner Virgin Radio sur les réseaux sociaux et sur le digital, puisqu'on passait d'Europe 2 à l'époque. Voilà, ça fait un peu boomer, mais en tout cas, après Tom de MySpace, en tout cas, on passait d'Europe 2 à Virgin Radio, donc il fallait évidemment accompagner ce changement de marque du média. Ensuite, je suis passée côté agence. Pour être honnête, je n'avais pas eu de très bonnes expériences en stage dans le milieu des agences, que je trouvais un peu cliché, pas très ouvert et inclusif. Et donc, du coup, j'ai quand même trouvé une super boîte qui m'a fait complètement changer d'avis sur le marché des agences à l'époque. Et donc, j'ai passé 5 ans chez Isobar. Donc, je suis rentrée comme social media manager et j'en suis ressortie en co-dirigeant le pôle social media et influence et en ayant toute la direction des stratégies d'influence et en travaillant avec l'ensemble du groupe Dentsu. Donc à la fois avec les équipes événementielles, médias, performance, même politique, etc. Donc extrêmement enrichissant d'être dans une approche social media désilotée
et travailler avec tous ces métiers. Et puis, je suis partie ensuite 1 an chez Havas Media, chez Socialex Paris. Donc là, pour travailler vraiment le contenu sans couture, où on peut toujours décloisonner la création du média, qui est pour moi extrêmement clé, à la fois pour les clients, pour les marques, même pour les agences, pour travailler ensemble. Et puis, j'ai passé le cap de l'agence à l'annonceur. Donc après avoir travaillé pour beaucoup d'annonceurs, j'ai eu un coup de cœur pour Bell, voilà, donc où j'ai la chance aujourd'hui de travailler. Et donc aujourd'hui, je travaille pour le groupe Bell. Le groupe Bell, c'est un groupe français, familial, avec des marques qu'on connaît, je pense tous, comme Kiri, La Vache Kiri, Boursin, Babybel. En France, vous avez aussi Apéricube. On a lancé une nouvelle marque végétale qui s'appelle Nourish. Et peut-être si des gens nous écoutent d'autres pays, vous pouvez avoir Terra Nostra au Portugal, Pompot ou Gogo Squeeze, comme on l'appelle aussi en Espagne, etc. Port Salut aussi en Belgique, en Angleterre. Donc voilà, c'est plein de marques partout dans le monde. Et aujourd'hui, j'occupe le poste de Global Integrated Marketing Manager, ce qui veut dire, en gros, qu'on travaille, qu'on travaille. Alors, pardon pour les anglicismes parfois au long de ce petit rendez-vous, mais c'est la faute du global. Voilà. Donc, du coup, je suis en charge de toute la partie social media et influence dans cette équipe. Donc, on appelle IMC, où, pour la faire courte, on travaille de manière désilotée la création et le média, pour l'ensemble de nos marques, avec l'ensemble de nos partenaires et l'ensemble de nos métiers. Donc, on est vraiment comme une agence de consultants, un peu intégrée, voilà, au carrefour de nos marques globales et nos pays, donc une 30aine de pays, donc c'est multiculturel, c'est melting pot, et c'est hyper enrichissant. Et le but, c'est qu'on accompagne ce groupe, qui est un groupe, comme je disais, familial, donc assez petit, mais avec une dynamique et une volonté de transformer qui est incroyable. Et moi, je pense que j'avais pas vu une dynamique aussi enjouée et active et efficace dans les 10 ans que j'ai passé en régie ou en agence avant. Donc là, on est dans le groupe, on est au siège monde de Groupe Bell. Donc tu as rappelé ton poste, hein, donc tu gères beaucoup de pays, essentiellement sur le social media, influence et tout ce qui va être dans ces thématiques-là. Aujourd'hui, parmi toutes les marques que tu as citées, donc des belles marques hein, qui sont des marques vraiment iconiques en France, en tout cas sur leur marché, voire à l'étranger, est-ce que tu as des marques plus sociales que d'autres, c'est-à-dire naturellement sociales, ou des marques que vous poussez plus vers le social que d'autres? Comment ça s'organise chez vous? Ou est-ce que tout le monde est au même niveau? Alors, tout à fait. Il y a des marques qui, dans certains pays, sont des marques historiques. Donc, on a tous une histoire, et notamment en France, avec des marques comme Kiri, La Vache Kiri, Babybel. Donc, ça devient des marques culturelles sur le social, vous savez, où elles sont citées comme n'importe quelle autre marque, parfois dans des contenus qui n'ont rien à voir avec les usages ou la consommation, etc. C'est vraiment, on cite Kiri comme ça parce que c'est une marque qui fait partie de notre quotidien depuis notre enfance, peu importe l'âge que l'on a. Donc elles sont sociales dans la manière où les gens les connaissent. Et évidemment, il y a un taux de notoriété extrêmement fort. Et donc, oui, on a pas mal de commentaires, de posts, de tweets, etc. sur ces marques-là. Pas toujours en lien avec notre positionnement, notre stratégie, etc. Mais plus parce qu'elles sont citées spontanément sur des réactions, de la culture, la société. On peut avoir des références parfois politiques, des associations, etc. Où du coup, on se dit, là, non, c'est pas là du tout où on veut aller. Mais c'est parce que à un moment donné, les gens s'approprient nos marques et c'est normal parce qu'elles font partie de leur quotidien. Donc ces marques-là, par exemple comme Kiri, La Vache Kiri et Babybel, elles sont spontanément citées mentionnées dans beaucoup de posts comme ça des consommateurs. En revanche, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on a certaines marques qui sont extrêmement présentes sur des plateformes où nous ne sommes pas encore. Beaucoup. Donc, par exemple, si je prends Babybel, qui fait la jonction entre les deux, à la fois une marque historique dans beaucoup de pays, mais qui n'est pas pour autant sur TikTok parce que, en fait, comme je vous le disais, on est dans une dynamique de transformation. Ouais. Donc, on accélère sur le social, on aura l'occasion d'en parler après. Donc, on n'est pas encore sur toutes les plateformes parce qu'il faut d'abord qu'on fasse bien, qu'on soit bien là où on est, etc., avant de se disperser. Mais en même temps, on va pas attendre 10 ans pour le faire, donc il faut qu'on rattrape, il faut qu'on soit là où les gens sont, mais en même temps, il faut pas qu'on le fasse mal. Donc c'est toujours cette équation qui est compliquée à résoudre. Et donc Babybel sur TikTok, c'est 100 millions de vues, alors qu'on n'y est pas. De mémoire, il y a que en Espagne où il y a une petite opération l'année dernière, mais en tout cas, ça doit faire 20% des vues. Mais nous n'y sommes pas, la marque n'y est pas. Et parce que les gens, en fait,
consomment cette marque parce qu'ils jouent avec, parce que c'est une marque qui est très, encore une fois, pardon pour les anglicismes, mais playful. On joue avec la cire, on joue avec le produit, on l'ouvre, et c'est hyper riche d'insights. J'ai un TikTok en tête d'une maman qui raconte que si elle ne l'ouvre pas parfaitement, son enfant n'en veut pas. Oui. Bon voilà, après malheureusement il y a des gens qui dans certains pays le mangent avec la cire. Bon bah pourquoi ils font ça? Donc on doit quand même leur expliquer. Non, on ne mange pas à babiel avec la cire. Non. Donc mais temps d'arriver alors du coup. Exactement. Donc 100 millions de vues sur une plateforme où on n'est pas. Pourtant, c'est une marque historique. Mais c'est presque mieux ou pas? Parce que c'est de l'organique, c'est du naturel. Est-ce Exactement. que c'est pas presque mieux que d'avoir une présence officielle, mais pas forcément authentique? Enfin, en tout cas, forcé ou qui soit. Alors, je suis complètement alignée. C'est un trésor en fait, qui est par contre encore inexploité. Parce que si on parle de nous, ça veut dire que du coup, on a quelque chose à y faire. Et parfois, vous savez, on se dit est-ce qu'on est légitime ou pas? Est-ce que j'ai assez de budget pour y aller? Il faut absolument que j'ai du média parce qu'en effet, mon reach organique va être quasiment nul. Il faut le soutenir, et voilà. Mais en fait, on oublie souvent de se dire mais est-ce que les gens parlent de nous sur ces plateformes? Ils disent quoi? Et comment du coup je peux connecter avec eux? Et ça peut aussi nous rendre plus légitimes. Bon bah si on parle de nous, peut-être que j'ai pas le syndrome de l'imposteur sur cette plateforme. Ouais. En revanche, il faut que j'y aille de la bonne manière. Et c'est ça la vraie réflexion à travailler. Exactement. Donc ça, c'est l'exemple intéressant sur des marques plutôt historiques. Et en revanche, on a des marques qui sont moins connues, donc Boursin. Boursin en France, encore une fois, nous on a notre casquette française. Pour moi, c'est très connu. Boursin, c'est très connu. C'est malheureusement on a un objectif de fréquence parce que c'est une marque qui était historiquement consommée sur le plateau à Pâques ou à Noël, mais c'est tout. Donc on a depuis quelques années un objectif de modernité. On a retravaillé la plateforme. Aujourd'hui, Boursin, c'est en français, Boursin vous inspire, vous créez. Donc il y a vraiment cette idée d'inspirer les gens à créer des choses simples, accessibles autour de bons moments. Donc des moments de convivialité, l'apéro dînatoire du vendredi soir. Toutes les sauces, voilà, donc c'est vraiment ces moments-là de convivialité entre amis, en famille, etc. Mais c'est une marque qui est plus récente, plus petite aussi. On est dans moins de pays. Boursin, c'est à peu près 9 ou 10 pays, alors que Babybel, c'est dans plus de 100 pays. La Vache qui rit aussi, enfin 50 pays, pardon. La Vache qui rit, ça va être plus de 100 pays. Donc c'est des marques, vous savez, des marques comme Coca qu'on trouve partout dans le monde, au bord des routes, etc. Boursin, c'est pas du tout le cas, c'est plus petit. En revanche, Boursin, c'est également plus de 100 millions de vues sur TikTok. Encore une fois, c'est une marque qui n'est pas sur TikTok. Alors nous y sommes récemment en Belgique, aux Pays-Bas et en Angleterre parce que comme on a un partenariat avec TikTok qui nous permet de nous aider dans la création de ces contenus-là, où on n'a pas forcément encore la bonne culture avec nos partenaires, etc., où finalement, c'est des contenus plus simples et on a moins l'habitude de faire des contenus vidéo plus simples. Parce que notre casquette d'exécution... On veut tout maîtriser. Voilà, on veut du branding à outrance, etc. Donc, on est un peu décontenancé parfois avec les contenus à la TikTok. C'est facile, ça, en interne, de lâcher prise, finalement, sur la création ou sur le message et de laisser, finalement, les TikTokers s'emparer du produit? Alors, je dirais que c'est toujours un challenge, de toute façon, de connecter. Alors c'est vrai que nous, on utilise beaucoup ce terme de connecter, parce que ça veut dire qu'on fait un compromis, on se force à trouver un terrain commun. Et bon, c'est comme les relations amoureuses, hein, il faut trouver des compromis, mais qui ne fassent pas effacer l'un ou l'autre. Sinon, et qui soient pas contre nature, et qui soient dans l'ADN. Exactement. Donc il faut que les deux trouvent un terrain commun, et c'est ça qu'on essaye de faire. Selon les marques, selon les objectifs, selon les profils, c'est pas forcément toujours c'est pas toujours facile. Mais en tout cas, encore une fois, il y a une bonne dynamique chez Belle et c'est ça qui, encore une fois, moi, je viens d'agence. Donc, si c'était pas le cas, je serais déjà plus là. Et il y a cette dynamique et cette envie de transformer. Et vraiment, les gens ont compris. Après, par contre, il faut arriver à trouver des bons TikTokers, les bonnes agences, etc. Mais en tout cas, Boursin, il y a beaucoup de contenu et notamment, c'est grâce aussi à pas une opération, mais en tout cas, vous avez tous suivi, vous savez, ce phénomène TikTok de la feta au four, qui a d'ailleurs créé un nouveau mouvement d'usage où on fait cuire nos pâtes au four maintenant pour créer des sauces à tout va, hein, où on met tout dedans et on met au four. Et bien, en fait, Boursin, aux États-Unis, ils ont vu cette tendance monter. Donc, parce qu'aujourd'hui, on a un outil de social listening qui nous permet d'accompagner nos équipes pour suivre ça. Ils ont détecté cette tendance, donc on était ravis. Et ils ont tout de suite fait un post là-dessus pour changer, pour twister, pour remplacer la feta par du boursin. C'est vraiment au moment où le pic était au bon moment. Et donc, du coup, ça a permis en fait de créer un usage
sur TikTok notamment, alors que ce post fait par la marque a été uniquement posté sur Instagram et Facebook. Et depuis, il y a une espèce de hype de boursin sur TikTok qui fait que du coup, on a du TikTok dans les pattes, mais pas que, en apéritif. C'est fou, hein. Donc, ça veut dire qu'une marque qui n'est pas présente officiellement sur TikTok a pu rebondir sur une tendance, la transformer à son avantage, et les gens, et relancer une tendance qui vous est propre, mais sans compte. Donc derrière, c'est exactement. C'est de la win, quoi. Exactement. Et c'est ça le pouvoir des réseaux sociaux aussi, et de la conversation et des tendances. Bien sûr. Et finalement, c'est les gens qui font. Nous, marques, on s'infiltre, on essaye de connecter avec eux, mais le vrai pouvoir sur les réseaux sociaux, il est dans les mains des gens. Ouais, moi, je trouve que c'est le côté humble des marques qui aujourd'hui doivent accueillir finalement les réseaux sociaux comme étant un focus group ou bien une zone d'observation en temps réel de ce que font les gens et de s'intégrer dans ces conversations. Mais évidemment, on ne peut pas leader toutes les conversations en tant que marque parce que c'est des réseaux d'êtres humains, de gens individuels qui composent le succès de ces réseaux. Ce n'est pas les marques qui font que le réseau est successful ou pas. Donc ça, c'est intéressant parce que je trouve que du coup, vous avez une approche plutôt d'écoute, de réaction et d'adaptation. Qui est complètement finalement à l'opposé du marketing. Parce que finalement, au marketing, on veut tout contrôler, on veut tout préciser. Mais c'est ça qui est intéressant, je pense, dans la transformation. Parce que c'est ça qui est intéressant pour trouver aussi des nouveaux sujets, quoi. Et aujourd'hui, tu dirais que les réseaux sociaux, c'est devenu stratégique, important parce que c'est le moment, ou bien c'est une vraie réflexion de fond que vous avez intégrée aussi dans votre marketing global? C'est une vraie réflexion de fond. C'est d'ailleurs pour ça que je suis là. C'est parce que dans la stratégie de transformation marketing du groupe qui a commencé, on va dire 2019, le social a été très vite identifié comme une expertise qu'il fallait structurer, accompagner, accélérer, parce que historiquement, Bell nous a pas attendu pour comme l'ensemble du marché food pour faire du social media. Oui. Je me rappelle quand j'étais chez Isobar, je crois qu'à l'époque il y avait aussi ce client-là chez Dentsu. Donc je pense que la vache qui rit, la première page Facebook a été ouverte il y a 15 ans. Donc voilà, ça existe depuis tout le temps. En revanche, je pense qu'à l'instar de beaucoup de marques sur le marché, nos marques se sont un peu oubliées et ont un peu suivi le discours parfois des régies, très top-down, très média, très en fait bout de chaîne du social media. Et ça, forcément, en 10 années, on en a un peu perdu. On a mis la conversation de ce côté. On s'est dit, non, mais c'est pour parler à 100 personnes. On avait vraiment mis de côté, comme beaucoup de marques, encore une fois, une tendance qu'on peut voir chez beaucoup de clients, où le social media, c'était la dernière brique du plan média pour les campagnes. Et puis on adapte ce qu'on sait faire, c'est-à-dire maîtriser des campagnes. Exactement. Et diffuser des campagnes, en fait. C'est devenu un canal de diffusion. Viser le lion à Cannes. Voilà. On est très agence. Exactement. Non, mais c'est grosses agences créatives, en tout cas. On essaye de se faire plaisir et on oublie vraiment le pouvoir de la conversation et des gens. Et à chaque fois, je le redis, les réseaux sociaux sont nés des gens. Les plateformes sont des plateformes technologiques. Ce sont les gens qui font le bon comme le mauvais côté des réseaux sociaux. Mais ce n'est qu'un territoire d'expression. C'est pour ça que j'utilisais ce fil conducteur même dans la présentation, parce que c'est à nous d'en faire ce que l'on veut. Mais ça vient des gens. Donc chez Bell, ça a été identifié vraiment comme un levier d'accélération de notre transformation marketing. Et donc c'est pour ça que je suis arrivée notamment, mais pas que, dans l'ensemble de nos pays. On intègre le social même dans les profils des individus qu'on recrute pour avoir notre réseau de IMC manager, pour gérer vraiment le social media en interne ou en externe, mais en tout cas on le recrute. Et de fait, l'année dernière, 2020, que le temps passe vite. En 2020. Là, on est en 22. Oui, que le temps passe vite. Donc, nous avons officiellement créé notre stratégie social media internationale qui s'appelle BeSocial. Et le but, c'est quoi? En fait, c'est d'expliquer à l'ensemble de nos pays, donc encore une fois, de cultures extrêmement différentes. Parce que 30 pays, vous avez la Chine qui fait déjà, où on peut acheter des petits cubes la vache qui rit en ligne, comme des pays plus traditionnels dans les plans médias. Il faut que tout le monde comprenne. Donc, il faut réussir à trouver quelque chose d'assez compréhensible. C'est ça qui est passionnant, c'est d'arriver à trouver quelque chose d'assez compréhensible pour tout le monde. Donc, BeSocial, c'est quoi? Ça part de la métaphore. J'adore les métaphores. Les métaphores c'est un peu comme, c'est montrer la différence entre do et be.
pardon pour les anglicismes, mais c'est le côté international. Donc c'est pour do something entre guillemets et be something entre guillemets, c'est de se dire quand on fait quelque chose, exemple quand je fais du sport, généralement c'est dans une dynamique court terme parce que j'ai un objectif très précis, très court terme. Je fais du sport parce que dans 3 mois c'est l'été, parce que j'ai besoin de perdre 2 kilos, etc., etc. J'ai pas forcément le bon équipement parce que je n'investis pas. Je ne considère pas que ce soit un sujet sur lequel je dois investir, etc. dans le temps. Et en général, c'est jamais un plaisir. Les résultats sont de très court terme, etc., etc. Une contrainte. Exactement. Et on sait très bien que c'est jamais très bon de manger de l'eau pendant 3 jours de suite. Oui, vous allez perdre 1 kilo, mais in fine, vous allez avoir des carences, etc. Alors que quand on est vraiment sportif, et donc c'est là où on est dans le sportif, par exemple, on a compris que le sport était connecté à un écosystème. C'est la manière dont, oui, je bouge, mais comment je mange, comment je vis, comment je prends la vie aussi. C'est pas que c'est aussi un écosystème en termes un écosystème qui est propre à chacun. Mon sport n'est pas le même que le vôtre. Moi, par rapport à ma corpulence, à mon style de vie, je vais avoir besoin de travailler tel ou tel sujet. Donc, il y a aussi une personnalisation du sujet. Et enfin, c'est connecté à une culture. C'est-à-dire que je comprends les codes, je suis capable de parler avec des gens de ma communauté, on se comprend, on a des codes qu'on partage, etc. Et je suis dans une dynamique long terme, tout en étant capable d'adapter court terme. Si je vois que tel exercice me fait mal au dos, j'arrête. Je vais compenser par autre chose. Mais par contre, je vise le long terme. Et donc, j'investis. Bah oui, je vais acheter des bonnes chaussures. Oui, je vais acheter ma petite montre data pour pouvoir suivre mes performances dans le temps, etc., etc. Donc, ça veut dire que vous avez des équipes qui font partie des communautés, qui comprennent ces communautés et qui peuvent en même temps réagir sur des sujets qui peuvent voir émerger sur leur marché ou sur leur Exactement, sur leur c'est la dynamique dans laquelle on se trouve. C'est-à-dire les social people que vous avez mis en place finalement avec des guidelines internationales. Exactement. En fait, on essaye vraiment d'intégrer le fait que notre stratégie Be Social, elle a pour vocation à connecter vraiment nos marques avec les gens. Donc avec nos tribus, on en parlera tout à l'heure, mais on a une stratégie de tribus pour identifier dans chaque pays quelles sont les tribus clés pour nos marques, et donc du coup d'aller bien les adresser, pour connecter avec eux, pour rendre nos marques plus conversationnelles, parce qu'aujourd'hui on a un potentiel sur nos marques où on peut encore accélérer sur les conversations, vraiment, et ancrer nos marques dans ces terrains de jeu culturels, parce qu'aujourd'hui TikTok, les réseaux sociaux, etc., c'est des terrains de jeu culturels qui d'ailleurs ont un impact sur la culture d'aujourd'hui. On le voit bien, les mouvements politiques, les mouvements de société qui sont nés sur les réseaux sociaux dans plein de pays, on voit. Donc à nous d'en faire quelque chose et de s'y intégrer et de comprendre ces codes, ces cultures et de s'y intégrer. Encore une fois, dans une logique court terme, parce que c'est aujourd'hui qu'il se passe des choses. Si on attend 3 ans, c'est trop tard, on sera toujours en retard, mais aussi pour demain, parce que les consommateurs de demain, il faut aussi qu'on les adresse. Et c'est pas les mêmes. Les jeunes de 18 ans aujourd'hui, ils ont plus les mêmes aspirations que leurs parents, etc. Donc c'est aussi ces 2 jambes qu'il faut qu'on maîtrise. Et aujourd'hui, donc vous avez les guidelines internationales, donc vous avez posé, qui aujourd'hui, comment ça se travaille entre le global et le local? C'est-à-dire qu'il y a des guidelines globales. Et ensuite, est-ce que chaque marché adapte ces guidelines ou ont chacun une stratégie locale qu'ils peuvent développer? Tout à fait. Alors, on a 2 types, on va dire, de guidelines. Dans un premier temps, toutes nos marques dites globales, donc celles qui ont un rayonnement international, ont des équipes global marketing, donc au siège, avec qui, du coup, nous, à IMC et l'ensemble de l'équipe marketing, on travaille. Et donc là, on va définir les stratégies globales des marques, à la fois always on, donc les stratégies annuelles, le calendrier, les stratégies annuelles, on fait quoi en social à l'année, on fait quoi en search à l'année, etc. Donc, et aussi évidemment pour les campagnes dites globales, celles qui ont vocation à être amplifiées et développées par les pays, parce que c'est des temps forts importants, comme les 100 ans de la vache qui rit en 2021, ou des lancements d'innovation qui vont avoir lieu dans plein de pays différents. Exemple, le boursin végétal, ce genre ou Babybel végétal, etc. Donc ça, c'est des campagnes dites globales et qui vont de fait amener à des guidelines globales qui vont être présentées aux pays, et après les pays vont adapter en fonction de leur culture propre et de leurs objectifs. Encore une fois, un boursin en France est très connu, mais on va avoir besoin d'expliquer et les différents usages et de moderniser la marque. Donc il y a eu un gros travail là-dessus, alors qu'aux États-Unis, la marque n'est pas connue
du tout, donc entre guillemets pas du tout. Donc du coup, on va devoir expliquer exactement. Le produit consommé comme ça n'est pas connu dans les usages de fromage aux États-Unis. Donc du coup, il faut leur expliquer ce que c'est, mais l'alu, etc. Il faut leur expliquer. Donc heureusement, on bénéficie d'une petite hype Frenchie, un peu à la Desperate Housewives. Vous voyez, on va mettre ce produit-là aux États-Unis et ça va être vraiment French touch, Frenchie. Mais par contre, il faut qu'on explique. Donc forcément, la localisation, elle est clé. Et c'est pas que l'adaptation d'un format, en fait, où on change la langue. Non, c'est localisation culturelle, exactement, localisation culturelle. Et après, évidemment, on a des zones de fix and flex en fonction de ce qui peut être changé, ce qui peut ne pas être changé. Mais dans une logique, évidemment, d'adaptation culturelle, parce qu'un global ne peut pas, c'est impossible et c'est pas notre volonté. Et on peut pas trouver un terrain commun entre des pays qui culturellement n'ont rien à voir. En revanche, il y a aussi un sujet de créer des synergies et optimiser les budgets. Quand on est capable, Halloween, ça va être pareil partout, globalement. Ouais. Donc, nous, au global, on peut produire des choses qui va permettre, en fait, aux pays d'économiser, pour se concentrer leur budget sur des choses vraiment locales. Donc, c'est ça, c'est-à-dire que l'adaptation, évidemment, elle est clé. Et en même temps, nous, c'est optimiser les budgets marketing, pour faire des économies au pays et pour que nous, au global, on crée des choses qui leur permettent, encore une fois, localement, d'optimiser leur budget. Et le deuxième type de guidelines, c'est les guidelines plus métiers. Donc plus IMC, social media, etc. Où là, ce sont des guidelines de groupe. Donc, par exemple, Be Social, ça veut dire quoi? Les stratégies Always On. Donc, comment on recrée des stratégies annuelles parce qu'on n'en avait plus sur nos marques partout dans le monde. Donc ça c'est hyper important parce que si on est là que 2 fois par an, alors c'est bien pour les plans médias, c'est bien pour les régies parce qu'on les nourrit et on leur donne tout notre budget, sauf que du coup on déconnecte avec les gens au quotidien et on est des marques quand même du quotidien. Donc si on perd ce lien, on perd la préférence de marque, etc. Donc ça on a expliqué tout ça dans des guidelines qu'on structure, qu'on market, qu'on rend pédagogique et inspirationnel pour les pays. Des guidelines d'influence, par exemple. Donc, chaque année, voilà, on fait des guidelines d'influence où on explique c'est quoi la vision de l'influence marketing, comment on veut la travailler chez Bell, quels sont nos guidelines en termes de réglementaire, de safety, de transparence aussi financière, etc., etc. Et donc ça, on les livre aux pays et c'est plutôt nous qui les livrons, qui les expliquons. Et chez Bell, il y a ce que j'aime beaucoup comme notion de co-création avec les pays. C'est-à-dire qu'avec les marchés clés, on les embarque dans nos discussions. On essaye de bien les embarquer dans la définition des besoins pour pas être le global qui crée des choses déconnectées. Alors, je dis pas qu'on réussit, on est hyper modeste pour dire que on réussit pas forcément à ne pas l'être, mais c'est impossible viscéralement de connecter avec 30 pays différents. En revanche, on co-crée avec eux dès le début. On leur demande leurs besoins, on fait des autodiagnostics, on crée des interviews avec eux, etc., avant des guidelines, pour pouvoir essayer de faire en sorte que ça soit le plus connecté à leurs besoins. L'adhésion des pays, parce que si derrière c'est un contenu qu'ils n'utilisent pas parce qu'ils se sentent pas intégrés ou prêts à l'adapter, c'est pas efficace. La France est un marché plus clé, parce qu'on est en France, le global est en France, les marques sont assez françaises de nature. Est-ce que tu as des marchés qui sont plus plus évolués, je ne veux pas dire évolués parce que ce n'est pas le bon terme, mais plus en avance ou plus curieux que d'autres? Et où est-ce que la France fait partie de ces pays? Alors la France est évidemment un des pays leaders, clés culturellement, d'un point de vue business, d'un point de vue expertise. Ouais, c'est structurel. C'est une équipe qui est structurée. On a justement sur l'influence sur le social une équipe qui est plus structurée que dans d'autres pays. Le niveau d'expertise est là. On peut toujours augmenter évidemment nos budgets, mais la réalité du monde fait que de toute façon on est plutôt des budgets dégressifs pour tous les annonceurs. Mais en tout cas, c'est un marché qui est clé. On a d'autres marchés qui sont clés. Tout ce qui est Amérique du Nord, donc États-Unis, Canada, sont vraiment des marchés aussi prioritaires pour nous. On a vraiment des opportunités business culturelles où nos marques trouvent un écho dans la vie des gens. Babybel, par exemple, est le plus vendu aux États-Unis. C'est fou. Exactement. Plus qu'en France. Exactement. Par le volume. Et c'est intéressant parce que c'est vrai que moi, avant d'arriver au global, c'est vrai qu'aux États-Unis, j'en ai vu beaucoup. Exactement. Bizarrement. Pour moi, c'était presque pas français, presque. Oui, c'est bizarre quand on se dit toujours que c'est des marques tellement culturelles en France qu'elles n'existent pas ailleurs. Si on n'a pas fait attention, etc. Alors que la vache qui rit, vous trouvez en Afrique, sur tout le continent, etc. Donc vraiment l'Amérique du Nord. On a aussi évidemment l'Europe qui est important et on a des pays Europe qui ont beaucoup moins de budget. Je vais citer l'Italie, l'Espagne, le Portugal, mais par contre qui sont extrêmement digital, qui sont extrêmement dans un mindset qui est très digital. Ils ont
parce qu'ils sont en train de basculer d'ailleurs tout leur mix sur le digital. Et ils ont tout compris. C'est-à-dire que c'est des équipes plus petites, plus agiles, moins de budget, et en fait qui ont été obligés d'aller plus vite que les marchés ou les industriels ou les gros groupes, etc. Et puis des fois, c'est un avantage d'avoir un petit marché, entre guillemets, mais avec une équipe digitale, sans devoir tout transformer finalement, de gagner une étape, quoi. Exactement. Et ces pays sont vraiment pour nous, pas des modèles, mais en tout cas, ils ont compris qu'on avait aussi moins de budget, que le monde bougeait très vite et qu'il fallait peut-être ne pas forcément appliquer les modèles marketing traditionnels qu'on nous apprend depuis la nuit des temps. Bien sûr. Asie, on fait d'abord de l'awareness, et puis l'awareness, c'est que de la télé, etc., etc., et d'appliquer. Et peu importe les budgets que l'on a, on applique les méthodes marketing traditionnelles. Or, le monde bouge. Or, les plateformes sont de plus en plus protéiformes. On a plein de plateformes. Donc, il faut qu'on change notre manière de faire, en ne perdant jamais d'esprit, d'esprit et de conduite de, OK, les consommateurs, les gens sont où? Et à partir de là, où je dois aller, où je suis juste, et en fonction de ça, comment je peux adresser mon message. Donc on a des pays comme ça européens qui ont tout compris, et moi on adore travailler avec notamment l'Italie, l'Espagne. En plus je les avais hier au téléphone encore, donc c'est pour ça. Je les ai encore dans ma tête. Bon, c'est les chouchous. Non, je les aime tous. Et aussi des pays qui avancent énormément et qui sont pour nous des terrains très très intéressants. C'est de manière très générale l'Asie, donc ça va de la Chine, Japon, Vietnam, Corée du Sud, même l'Indonésie en général, qui sont encore plus avancés que nous, Français pour le coup, ou même US un petit peu sur toute la dimension e-commerce, notamment sur le social commerce, avec les influenceurs notamment. En Chine, comme je vous disais, ils ont fait une opération où on peut acheter directement les cubes la vache qui rit. Ne me dis pas que vous faites du live shopping en Chine avec des influenceurs. Incroyable, pour du mais si, et 5000 personnes ont acheté, directement, et 99, j'adore ce chiffre, 99,9% des acheteurs n'étaient pas des acheteurs belle, donc c'est très intéressant et voilà. Ça c'est hyper révolutionnaire quand même, parce que vendre du fromage en live shopping, on est habitué avec la tech, avec la beauté, avec sur des produits le qui ont lifestyle, besoin. Même le food, en général le food c'est quand même assez rare. C'est exactement, c'est plus rare, mais il y a plein de choses qui avancent. C'est fou ça. Et au Corée du Sud, Vietnam, etc., on a par exemple des cafés Kiri qui ouvrent, des partenaires avec des chefs hyper réputés là-bas. Et je ne veux pas écorcher leur nom, donc je dirais juste des. On les écrira plus tard, on les écrira. Voilà, on les écrira et on fait des cafés. Voilà, vous avez McDo Café, vous avez Kiri Café, où vous prenez votre petite cheesecake avec votre petit café et ça cartonne. Donc c'est ça qui est très intéressant et qui ouvre vraiment les perspectives sur tout ça, et en plus dans un marché notamment celui de l'influence du social media où les régulations évoluent quand même très vite et où il va être de plus en plus difficile de communiquer quand même auprès d'un public plus jeune. Il y a des régulations. C'est très intéressant et on a des marchés qui sont plus en avance que nous, français pour le coup. Donc le UK, les États-Unis sont très avancés sur tout ça. Génial. Parlons un peu des influenceurs aujourd'hui. Donc, réseaux sociaux, c'est globalisé, guideliné. J'imagine que l'influence, c'est pareil. Ça rentre dans le même sujet. Aujourd'hui, comment vous travaillez l'influence? Alors, on a parlé un peu d'Always On tout à l'heure. Est-ce que c'est... alors, vous êtes passé, j'imagine, de mode campagne à mode Always On plus campagne, sûrement. Exactement. Et il y a du métier. Et en même temps, comment vous travaillez ce levier? C'est-à-dire, est-ce que c'est tout le temps des collaborations rémunérées? Est-ce que c'est des fois des IRP, ce qu'on appelle donc des collaborations échanges contre produits, ou en tout cas gracieuses? Et comment vous travaillez cette population aujourd'hui? Alors, pour répondre au dernier point, entre les types de collaborations rémunérées ou envoi, je dirais que jusqu'à présent, il y avait les deux. On est en train, justement, dans les dernières guidelines, de vouloir expliquer à l'ensemble des équipes que on veut plutôt être dans soit de la relation rémunérée, des collaborations rémunérées, et de l'expérience, type événement, etc. Pourquoi? Parce que on peut pas d'un côté avoir des engagements comme on l'a en termes de groupe, pour réduire notre empreinte sur l'environnement, pour éviter le gaspillage alimentaire, etc., et envoyer des unboxings food avec des denrées périssables à des gens qui peut-être n'ont rien demandé. Exactement. Plus après, moi, c'est vrai que je suis très militante pour une influence depuis le début, responsable, éthique, etc. Et donc, en fait, à l'époque même, quand Enjoy Phoenix avait fait sa vidéo il y a quelques années, YouTube, en disant arrêtez de m'envoyer des produits de beauté, parce qu'en fait, j'en ai 5000 tiroirs, pour finir
en plus pour celles qui ne sont pas comme elles, mais qui sont moins éthiques, qui vont finir par les revendre sur Vinted pour arnaquer les gens derrière. Enfin, voilà, tout ça, moi, à titre personnel, il y a un gâchis d'influenceurs. Un gâchis, il y a du business en parallèle qui se fait là-dessus, et finalement, c'est les consommateurs lambda qui pensent acheter un produit de maquillage moins cher, qui finalement achètent un produit qui a été envoyé en scène. Puis je pense que beaucoup d'agences de RP ont s'engouffré là-dedans en disant on va faire comme on fait avec les journalistes, on envoie des packages et des colis, et puis on verra ce qui tombe. Donc nous, on a déjà ça, c'est pour ça qu'on préfère être dans des collaborations rémunérées, que ce soit pour des campagnes ou à l'année, cadrées, avec un contrat. Voilà, on a refait tous nos contrats, on est hyper clair sur tout ça. On a des engagements de groupe qu'on essaye le plus possible d'intégrer dans l'ensemble de notre mix, donc dont fait partie l'influence. Bien sûr. Et évidemment, les expériences, c'est important. Donc évidemment, quand on fait un événement, mais la personne, on est sûr qu'elle vient, qu'elle est identifiée, qu'elle est pertinente, et donc du coup, si elle repart avec des produits, techniquement, c'est qu'elle va pas les gâcher. Oui. Voilà. Donc ça, c'est important. Donc évidemment, quand on a des agences qui nous proposent des unboxings en disant cette OP est tellement incroyable qu'en fait on va envoyer 200 packs à des... Non, là on dit non. Voilà. Donc il y a ce genre d'engagement. Donc c'est pour le premier point. Et de fait, comment on travaille l'influence? Tout à fait. On fait à la fois de l'Always On et des bursts. Alors c'est une vraie transformation parce que justement dans toute cette perte de la stratégie annuelle que l'on a eue comme beaucoup d'annonceurs, remettre de la stratégie annuelle avec des influenceurs, ça change la perspective, ça change les budgets, ça change la manière de travailler avec les agences. Et donc ça, c'est assez nouveau sur pas mal de pays. Notre stratégie pour l'influence, donc on a une stratégie sur l'influence et elle est très claire. Nous considérons les influenceurs quels qu'ils soient, journalistes, chefs, étoilé, voilà, donc Jean-François Piège, comme Diego en France, comme notre chef japonais dont je ne veux pas écorcher le nom, de la même manière où les influenceurs dits digitaux comme des partenaires, Et derrière ce mot partenaire, en fait, on a expliqué chacune de nos convictions sous chaque lettre pour que tous les pays comprennent et que pour chacune de nos stratégies, qu'elles soient Always On ou Burst, on soit sûr que la checklist, elle soit cochée. Donc partenaire, pourquoi ? P, déjà pour précision marketing. En fait, on explique que non, l'influence, ce n'est pas gadget, ça répond à des objectifs, à des tribus qu'on doit vraiment adresser. Donc ça, il faut les identifier, il faut être sûr de la data derrière, de l'audience, du type d'influenceur, est-ce que ça correspond à mes tribus, etc. Donc ça, c'est hyper important. A comme annuel, donc c'est exactement ce qu'on se disait, c'est une relation annuelle qu'on combine à la fois, on identifie les influenceurs avec qui on a une opportunité de travailler à l'année, ceux avec qui on veut juste travailler sur des campagnes parce qu'en fonction de l'idée, de la campagne, du produit, si c'est un produit végétal, oui, par exemple, je travaillais avec des gens véganes, je vais peut-être pas travailler avec eux à l'année, etc., mais ça c'est clé. Ensuite, le R, c'est on veut vraiment recruter des influenceurs, des communautés, des tribus, des squads, peu importe le nom que le marché utilise, par marque. Donc, chaque marque a défini localement et localement des tribus clés. Et donc, l'idée, c'est que ces tribus d'audience, de consommateurs que l'on veut adresser, soient clairement, qu'on les retrouve dans nos stratégies d'influenceurs. Donc, je veux avoir des influenceurs dans chaque petite bulle de tribus, parce que les LC, les jeunes parents, etc., etc. Donc, un influenceur boursin pourrait peut-être ne pas se retrouver dans une campagne Kiri. Après, on est tous protéiformes, on peut aimer le sport comme aimer faire des barbecues. Après, il peut rentrer dans la vraie vie, on peut rentrer dans des cases, dans les mêmes cases. Mais la philosophie, c'est vraiment de construire ça pour qu'il y ait une authenticité, une pertinence, à la fois dans les messages, dans la collaboration aussi, parce qu'on déteste tous quand une collaboration arrive comme un cheveu sur la soupe et il faut 30 secondes à l'influenceur pour expliquer et justifier à quel point, j'avais vraiment besoin de cette collaboration parce que vraiment, j'en ai parlé il y a 3 ans. Donc, on essaye d'éviter ce genre de choses. Donc ça, c'est pour vraiment le R comme recruter, définir ses collaborations. T comme, pardon pour l'anglicisme, mais trust, il faut leur faire confiance. On veut connecter avec eux et avec leur communauté, donc on veut vraiment leur faire confiance. On vient les chercher pour une bonne raison, pour leur communauté, pour leur savoir-faire, etc. Donc on doit respecter ce savoir-faire et ce savoir-être qu'ils ont réussi à construire tout au long de leur parcours. Certains, ça fait 10 ans. Donc ça, c'est vraiment important et on l'explique à nos marketeurs et nos agences. N pour nourrir la relation. Encore une fois, c'est comme une relation amicale ou amoureuse. Si vous entretenez pas la flamme, au bout d'un moment, ça va être compliqué. Donc, on veut vraiment expliquer à nos pays qu'il faut entretenir, il faut converser avec ces influenceurs sur les réseaux sociaux.
Faut pas juste leur donner nos produits et puis dire vous me faites 12 posts sponsorisés à l'année et puis ciao, on se revoit au bilan. Ah oui, c'est pas du média, quoi. Exactement. C'est là où on a beaucoup fait fausse route à un moment donné, où on a considéré les influenceurs comme des audiences médias. Uniquement. Alors que c'est des êtres humains et qui a une relation. Qui vont vivre des moments de leur vie, une naissance, l'achat d'un appartement, un moment de je sais pas, un peu de dépression. C'est des sujets aussi de plus en plus abordés, des gens qui vont un peu moins bien avec le climat. En fait, faut qu'on montre qu'on est là aussi. On est des marques du quotidien, des marques vraiment partenaires avec nos influenceurs, avec nos consommateurs. On est là dans leur vraie vie, la vraie vie de tous les jours. Être dans le frigo des gens, c'est hyper intime. Voilà. Donc ça, c'est important de nourrir la conversation et la relation avec nos influenceurs. Eux, pour l'engagement. Et l'engagement au sens large, comme on le dit ensemble, les influenceurs ne sont pas des affiches 4x3. Donc, en fait, ils ont une vie et ils ont surtout des communautés derrière eux. Donc, chaque opération, chaque collaboration qu'on doit faire doit permettre à la communauté d'être embarquée et de ne pas être juste face à un écran de publicité. C'est pas de la télévision. Donc, d'avoir une expérience qui connecte et qui permette d'entrer en connexion avec leur communauté. Et l'engagement aussi au sens... engagement du groupe de nos marques. Boursin, par exemple, en Belgique, toutes les collaborations sont anti-gaspi. Voilà, donc ça c'est important et j'adore ce que fait la Belgique parce que c'est tout à fait ça. Quand vous collaborez avec Boursin, il y a rien qui va être jeté. Alors, et donc ça c'est top. Montrer aussi nos engagements, tout ce que nos marques font. Encore une fois, on est dans un processus de transformation. On n'a pas la prétention de dire que tout est parfait, mais en tout cas ce qu'on fait déjà, parfois on oublie de le dire. Ouais, donc, et c'est notamment important pour les influenceurs qui sont de plus en plus alertes des engagements des marques pour pas proposer de mauvaises marques entre guillemets ou des marques très polluantes, etc. à leur communauté. Donc ça, c'est important aussi qu'on utilise cette collaboration pour donner une voie d'expression à tous nos engagements. Et puis R, pour ROI, on est tous là quand même pour pas oublier le business. Il faut pas se mentir. Donc, quand on parle de business, c'est d'être sûr que l'influenceur choisi correspond à notre tribu, soit pertinent, à la bonne data derrière, d'être sûr qu'on peut avoir des synergies en termes, par exemple, de création de contenu. Ils font des formidables contenus. Donc, pourquoi je travaille pas avec eux un peu en marque blanche pour que ça puisse alimenter ma stratégie de contenu social média, mais pas que. Je peux retrouver sur mon site. Peut-être que je peux retrouver sur un leaflet que je vais retrouver en magasin. Pourquoi pas travailler avec un influenceur local pour faire une opération en magasin, avec nos retailers, etc. Donc, comment je peux optimiser le plus possible le retour sur investissement. Et enfin, le S pour safety, parce que c'est quand même très important de pouvoir cadrer le plus possible la collaboration pour tout le monde. Ça passe du choix de l'influenceur, vérifier qu'il n'y a pas un bad buzz ou en termes de e-réputation, de se forcer à vérifier. On a le droit à l'oubli, en fait. Donc, s'il y a eu un bad buzz il y a 4 ans, on se pose la question de se dire est-ce que je collabore avec lui ou pas, mais en tout cas il y a cette franchise de se dire il faut qu'on regarde l'influenceur, il faut que ça corresponde en termes de tonalité, d'état d'esprit à nos guidelines BEL groupe. On a un groupe familial, on a un positionnement groupe qui est for all for good, donc pour tous, pour de bon pour tous. Donc, on est très accessible. Mais si quelqu'un a des prises de parti, mais qui sont bizarres, nous, on veut pas y aller. Donc, il faut que ça corresponde à tout ça. Et puis, il faut qu'on soit sûr derrière qu'on a le bon contrat. Donc, on a des guidelines légales, on a un contrat que nos partenaires doivent respecter. On a aussi des guidelines qu'on doit respecter en termes de régulation de notre marché, parce que il faut que les influenceurs évidemment respectent en France la RPP, mais pas que. Dans d'autres marchés, il y a encore plus de régulations, encore plus fortes que la France, comme le UK, comme les États-Unis. Donc, on doit respecter les régulations en vigueur dans chaque marché. Donc voilà, ce sont des vrais partenaires et derrière chacune de nos lettres, on a nos engagements qui doivent diriger l'ensemble de nos collaborations avec nos influenceurs partout dans le monde. Très clair. Donc, on a une stratégie sociale, stratégie influence. Chaque pays travaille son influence en fonction de partners, de ce qu'on vient de dire. Aujourd'hui, vous mesurez quoi, vous, en termes de ROI, parce que vous vendez pas tout sur Internet dans chaque marché. C'est plutôt quoi? C'est quel indicateur qui, pour vous, coche les cases du ROI? Alors, selon les pays, ça va être différent. Comme on se disait, on peut aller juste au bas de funnel avec sur la conversion et les ventes sur des pays beaucoup plus matures comme la Chine. On a quand même 5000 ventes qui ont été faites en une opération avec 2 influenceuses. Donc, c'est assez incroyable. Sinon, majoritairement, on est beaucoup plus sur un objectif d'awareness et de considération pour nous permettre d'augmenter les conversations, d'augmenter la préférence de marque, de passer les messages clés. Donc, on est vraiment plus sur de la considération, mais
parce que les influenceurs ont ce pouvoir de recommandation, d'expliquer, d'apporter du crédit et de créer de la conversation. Donc c'est vrai que nous, on suit aussi l'évolution de nos conversations sur nos marques partout dans le monde et on voit très bien que dans des dynamiques positives de conversation, par exemple Boursin a autant de conversations qu'une marque comme la Vache qui rit, mais parce que du coup, dès son cœur, dès sa stratégie sociale, Boursin a 90% du poids du corps de sa stratégie sur de l'influence et de l'UGC. Donc forcément, ça explique aussi qu'il y ait plus de conversations sur Instagram, sur Twitter, sur TikTok. Et aujourd'hui, comment tu vois le marché des agences et des influenceurs ? Alors, peut-être sur la France, qui est peut-être un marché plus proche, mais comment tu vois ces partenaires ? Est-ce que c'est vraiment stratégique aussi pour vous ? Ou est-ce que vous avez pas mal internalisé finalement, pas des talents, mais en tout cas des head-off qui sont responsables, donc qui comprennent ces milieux-là ? Globalement aussi, comment ça fonctionne ? Comment tu vois ce marché-là ? J'ai l'impression que le marché évolue positivement, en tout cas sur l'éthique, sur l'inclusion, sur la responsabilité. Donc ça, j'encourage parce que moi, c'est vrai que quand j'en parlais en 2016, j'avais l'impression que c'était pas le mot d'ordre, qu'on était plus dans je veux faire plus avec pas cher. Donc les agences RP, etc. On envoie des produits, on considérait pas vraiment l'influence. Donc je trouve que ce mouvement est assez sain et il est mondial. Donc la France a été un peu en retard, je trouve, en termes de régulation pendant très longtemps. Et donc là, je trouve que c'est bien que ça soit accéléré, qu'il y ait des chartes, que la RPP soit re-rentrée beaucoup plus dans les sujets. Alors peut-être merci nos influenceurs de Dubaï, etc., qui ont fait quelques bourdes qui permettent d'accélérer là-dessus. Je trouve ça sain. Après, faut pas non plus tomber dans l'hyper contrôle, parce que ça reste quelque chose qui n'est pas du média proprement parlé, qui est entre deux et dont on n'arrive pas encore, je trouve, à estimer le pouvoir de cette confiance. Parce que les earned media value, etc., qu'on trouve un peu partout, c'est quand même, pardonnez-moi, un peu pipeau sur la méthodologie de calcul. Parfois, on mélange un peu des choux et des carottes. Ouais. Donc, mais c'est normal parce qu'on arrive, c'est la confiance envers quelqu'un, c'est un indicateur, je trouve, sur les influenceurs, qu'on n'arrive pas encore à marketer avec une justesse de méthodologie fine et voilà. Donc, on n'est pas encore assez loin sur cette dimension-là, la confiance, l'émotion qu'un influenceur nous procure beaucoup plus qu'une marque et d'un discours de marque. Donc ça, je trouve ça sain. Cette tendance est saine, même si elle n'est pas encore parfaite. Après, je trouve qu'il y a toujours une complexité parfois, et c'est intéressant parce que j'ai fait un petit peu une rétrospective sur moi-même en me disant, quand j'étais en agence, on était tellement concentré sur la concurrence, c'est-à-dire je veux toujours avoir le meilleur, la meilleure expertise. Et c'est vrai, on a besoin d'expertise, qu'on internalise ou pas, on a besoin d'expertise. Oui, ça devient un métier chirurgical quand même. Et puis la culture, ça évolue tout le temps, c'est impossible d'être connecté à tout ce qui se passe. Ouais. Et c'est vrai qu'en étant chez l'annonceur, il y a tellement d'autres choses à penser que moi-même je suis un peu plus déconnectée de la réalité, des contenus, des opérations, etc. qu'avant. Mais c'est pas grave parce que du coup on travaille. Voilà, et donc j'attends toujours un fort niveau d'expertise des partenaires, que ce soit des agences, petites, grandes, outils, etc. Peu importe. En revanche, simplicité. La simplicité. Et c'est vraiment, j'ai fait vraiment ma rétrospective parce que je me suis dit, mais en fait, j'étais tellement concentrée sur être meilleure que mes concurrents. Et parfois, j'ai pas d'outils. Donc, si vous avez pas d'outils, si vous n'êtes pas des plateformes qui ont tout mis sur la technologie, qui après ont développé leur offre, du coup, comment vous êtes obligé de défendre votre expertise sur, oui, mais les chiffres, les méthodes de calcul, etc. Donc, c'est une bataille sans cesse. Et il y a toujours, du coup, cette course à la complexité. Et je trouve que faire simple, faire juste, pas faire des 100 millions de slides avec toujours la course au truc le plus compliqué, etc. En fait, ça fait du bien aux clients et aux annonceurs, de la simplicité. Avec une bonne idée, en fait. Bonne idée, justesse. Il faut pas se dire que l'influence, c'est du bling-bling, à vouloir être plus créa que le créa. De la simplicité. Je pense que les gens aussi, les consommateurs, exactement. Et le bon sens n'est pas chose facile dans notre société. Non, mais je suis d'accord avec toi. Alors, pour être côté agence, en tout cas, c'est aussi ce que j'ai vécu avant dans mes anciennes vies d'agence, mais c'était effectivement l'apanage des slides. Alors, des fois, c'est nécessaire parce qu'il faut expliquer les choses, il y a des audits, etc. Mais une bonne idée reste simple à expliquer normalement et facile à mettre en place et ou intéressante, quoi. Et aujourd'hui, on parlait de plateformes. Est-ce que vous utilisez donc du coup des plateformes de listening? Ça, j'ai entendu. Est-ce que vous utilisez aussi des plateformes pour identifier des influenceurs, ou bien est-ce que vous faites aussi confiance à votre bon sens et à votre écoute ou l'écoute de votre partenaire qui va lui-même aller faire de la curation de talent?
On utilise d'abord un outil de social listening. On a un partenariat avec Brandwatch qui nous accompagne à l'échelle internationale. Donc ça, j'ai fait une compétition fin 2020 pour trouver un outil de social listening pour l'ensemble de nos pays qu'on avait besoin. Encore une fois, pour mettre les conditions au cœur dès le début, pour écouter. Sans outil, c'est compliqué. Un outil commun, ouais. Voilà. Donc un outil commun. Et évidemment, la structure du marché fait qu'aujourd'hui, soit vous êtes un outil de social listening, soit vous êtes un outil de social media management pour publier, modérer, etc. Soit vous êtes un outil d'influence. Il n'y a pas encore le tout en un. Voilà, le tout en un correctement. Attention, parce que moi, je veux pas un moyen en un. Je veux pas tout moyen en un. Parce qu'il faut quand même savoir que les outils n'ont pas accès à l'API. Exactement. Donc forcément, même les outils d'influenceurs n'ont pas accès à l'API Instagram, donc ne savent pas qui sont les followers. Ce sont que des estimations. Exactement, c'est des projections, etc. Et chacun a sa méthodologie. Exactement. Donc, du coup, on a commencé par ce qui était vital pour nous, mais en revanche, on s'est dit que puisque le marché n'est pas encore structuré et on ne veut pas, c'est impossible de démultiplier trop d'outils pour nos marketeurs. C'est impossible. Si dans votre vie du marketeur aujourd'hui, encore une fois, dans un groupe qui n'est pas un groupe énorme, on n'est pas un énorme groupe, etc. Il faut que on puisse avoir des outils facilement déployables. Donc, on a un partenariat avec Brandwatch aujourd'hui qu'on installe partout dans le monde. Ensuite, on fait complètement confiance à nos pays et en fonction de leur budget, de leur structure, soit avec des agences, soit avec des outils. À ce stade-là de notre transformation et aussi de la structure du marché, je préférais avoir un partenaire qui me permette de faire tout, gestion de mes réseaux sociaux, social listening et influence, mais influence dans le sens project management, pas forcément, et qui ne se soustraira jamais à l'expertise locale et marché et humaine, que ce soit en agence ou en interne. TikTok, vous utilisez beaucoup ? De plus en plus. Le réseau du moment, vous êtes partenaire, je crois. Exactement. On a des partenariats avec Meta, avec Pinterest et avec TikTok qui nous accompagnent chacun sur le développement de l'amélioration et la transformation de nos créations, de nos plans médias, mais aussi du support au quotidien et de la production du coup des assets. Et TikTok, par exemple, évidemment, nous accompagne dans cette transformation créative. D'accord. Donc ça, c'est plutôt un partenaire intéressant. C'est le réseau du moment. Donc ça, c'est plutôt bien. Est-ce que vous êtes content aussi des résultats que vous pouvez avoir sur TikTok ou des campagnes ? Parce que vous faites, j'imagine, peut-être que des campagnes sur TikTok Oui, plus des campagnes sur TikTok. Alors, d'un point de vue global, on est très content puisque, comme on se le disait, il y a les consommateurs créent naturellement des contenus TikTok. C'est ce que j'ai entendu dire. Donc, en fait, si on prend un peu de recul, on est content puisque ça c'est pas fake. Genre, les gens qui créent du contenu, on les voit tous les jours. Après, sur des chiffres de campagne, la plateforme est beaucoup plus jeune aussi que d'autres. Donc il faut aussi avoir un peu de recul. On peut pas demander à une plateforme qui a quelques années d'être aussi parfaite qu'un Meta qui a 15 ans. Le temps passe vite, je sais même plus exactement, mais enfin, faut un peu ne pas oublier que nous on a avancé, on a plein d'outils, etc. Mais enfin, c'est une plateforme qui est plus jeune. Faut toujours après avoir de la distance, et je ne suis pas sûre que encore une fois quand vous regardez un spot télé, vous allez aux toilettes, vous avez votre téléphone. Donc en fait, il faut prendre du recul aussi sur les autres touchpoints, les autres devices qu'on a, et je trouve que parfois TikTok a un peu le bonnet d'âne sur des choses, mais il faut qu'on prenne un peu de recul sur tout ça, et eux aussi en revanche qu'ils améliorent aussi, et je trouve qu'ils avancent assez vite sur le safety, sur des guidelines, enfin. Quand vous écoutez des créateurs, d'ailleurs, ils ont plus de mal à créer des contenus un peu limite parfois, ou avec des blagues, etc. sur TikTok parce qu'ils se font censurer très vite, alors qu'ils peuvent les faire sur d'autres. Ou sur Twitter, par exemple, où il y a très peu de modérateurs dans le monde. Voilà, donc bon, il faut qu'ils continuent leur progression, je dirais. Génial. On va passer à une phase de questions, association d'idées. Je vais te dire quelques mots et tu vas me dire ce que ça t'évoque. Fromage. Plaisir. Dubaï. Arnaque. Influenceur, rien à voir. Partenaire, bien sûr. Super. Écoute, non, c'est vachement intéressant parce que du coup, on voit le développement du groupe, on voit l'effort et l'énergie qui est mise pour aller dans le bon sens et d'avoir un niveau globalisé aussi sur ces techniques-là. Merci beaucoup en tout cas pour cet échange. Et on va finir par les questions de closing que j'appelle. Est-ce que tu auras un conseil pour un jeune qui débute ou qui veut travailler dans le social media, dans l'influence, que ce soit côté annonceur ou agence, qui veut débuter sa carrière dans ce secteur? Oser, parce que, comme je le disais, chaque brique qu'on met sur son chemin, chaque pavé, en fait, même si on ne sait pas où la route nous mène, ça ne peut que construire son chemin. Et donc, c'est important de se faire confiance et d'oser. Et les réseaux sociaux en général, et ce milieu-là est un marché d'expression, de personnalité.
Donc, c'est intéressant de pouvoir exprimer la sienne et de mettre en valeur les différentes personnalités qu'on trouve grâce aux influenceurs aussi qui contribuent à ce marché. Et le deuxième, c'est la simplicité, l'authenticité. N'oubliez pas qui vous êtes et n'oubliez pas que vos futurs clients, si vous êtes annonceur ou si vous êtes client interne ou si vous êtes agence client externe, ont besoin de simplicité et que vous soyez là pour résoudre des problèmes et les aider à éduquer, entre guillemets, à transformer, à séduire et de pas rapporter de la complexité. Simplicité. Très bien. Question un peu régulière, est-ce que tu aurais un livre de référence ou de chevet que tu emporterais avec toi sur une île déserte à nous conseiller? C'est pas très intellectuel ce que je vais raconter. Hein. C'est grave. Hein. J'ai eu des BD, j'ai eu des bandes dessinées. Ah bah parfait. Alors moi, c'est un livre complètement feel good que j'adore et parce qu'on se parle de l'île déserte, c'est La petite boulangerie au bout du monde. C'est l'histoire d'une personne qui lâche tout après de mémoire. Ça fait quelques années que je l'avais lu. J'adore le relire l'été, qui après une déception amoureuse, je crois, claque tout et part ouvrir une boulangerie sur une petite île de Bretagne et ça montre la pugnacité, se reconnecter à soi-même, à la nature, aux gens, au terroir et ça fait du bien, surtout si on va au bout du monde. Voilà. On peut tout faire au bout du monde. Super. Et alors une dernière question sur est-ce que tu aurais une personne à me recommander à podcaster qui serait il y en a plein. Et en plus, il y a déjà eu plein de gens hyper intéressants. Alix Grousset, je pense pas qu'elle soit déjà passée derrière le micro. Non. J'aime beaucoup cette personne parce qu'elle est justement au carrefour de la jeune passionnée pro qui aurait très bien pu être dans une agence et qui aurait d'ailleurs très bien pu monter son agence, en même temps créatrice de contenu, très food aussi, donc forcément, voilà, avec une personnalité, je veux dire, débridée, naturelle, et qui s'est construite elle-même. J'aime bien les profils un peu comme ça, entrepreneurial, donc voilà. Ok, Alix, donc on l'invite. Alix, come on. Merci beaucoup, Emeline, pour ton temps et pour tous ces sujets passionnants. Et je vois que tu vis ça avec passion. Et ça fait plaisir, en tout cas, de ce côté-là. Merci beaucoup pour l'invitation. Et c'est toujours un plaisir de parler de tes sujets. Donc, merci pour la création de ce podcast. Merci à toi. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode. J'espère que l'émission vous a plu, inspiré ou diverti. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager avec vos proches, votre réseau, laisser un commentaire et mettre une note sur les plateformes d'écoute. Vous pouvez me contacter sur LinkedIn en tapant Cyril Athias ou m'envoyer un message sur podcast@marketinginfluence.fr. À bientôt.